résister à l'envie de passer une belle matinée en compagnie de Bonjour le Bénin, votre matinale qui vous accompagne, votre matinale qui pénètre vos maisons, on va dire, tous les matins quand il sonne 7 heures. Eh bien, bonjour, mes lève-tôt, merci de nous retrouver sur cette matinale d'infos et d'actualité. Merci surtout de nous recevoir chez vous, comme vous savez si bien le faire. Christelle, bonjour. Bonjour, ma belle Rachida. Ravi également de te retrouver ce matin. Ah, et le plaisir, il est lui-même. Hein. Avec vous, c'est le bulletin d'information. Mais avant le bulletin d'information, on découvre le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Chers amis téléspectateurs, nous parlons de l'intelligence artificielle, partenaire créatif des marques. Aujourd'hui, plus que jamais, vous le savez, les marques cherchent à se démarquer dans un univers numérique saturé entre exigences de rapidité, personnalisation de masques et storytelling percutant. Une nouvelle alliée s'impose dans les coulisses de la créativité. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Ghislain Kodjo, web marketeur, nous donnera des détails dans un moment. Et nous tenterons de répondre à une question ce matin sur le forum de discussion. Quel est l'état des lieux de la lutte contre le travail des enfants au Bénin? C'est la question sur toutes les lèvres. Eh bien, le directeur général du travail, Edgar Daoui, sera à nos côtés pour tenter de répondre à cette question. Et vous qui êtes à la maison, vous avez bien entendu la possibilité d'y répondre en répondant à la question suivante. Quelle est selon vous la situation des enfants au Bénin? Vos avis sont attendus sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp, les canaux que vous investissez habituellement. Alors, ne vous faites pas désirer. On compte sur vous. Stanislas Salinko nous retrouvera sur l'heure du débat et il va se charger, bien entendu, de relayer vos différents avis. Permettez-moi de vous souhaiter un bon matin en compagnie de Bonjour le Bénin qui démarre tout de suite avec le bulletin d'information. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bulletin d'information. On démarre par cette session extraordinaire du CES. Que peut-on retenir de la première étape de la tournée du président du Conseil économique et social, Alain Sotoumé et Alexis Kenom ont interrogé le président du CES. On écoute Conrad Baguiti. On peut constater que sur le terrain, le choix de faire une explication de la loi sur la chefferie traditionnelle et les aires culturelles du Bénin a été un excellent choix parce que le public qui a été invité, c'est-à-dire donc les chefs traditionnels, les notables et sages, les représentants des élus locaux, toutes ces personnes ont été vraiment ravis de comprendre la loi dont on leur parle à distance, ou du moins la loi dont ils ont entendu parler, sous la forme plutôt de revendications. Moi, mon royaume n'est pas intégré, moi je ne sais pas ce que ça devient mon royaume, etc. Nous avons eu des discussions assez intéressantes. Lorsqu'on est dans le doute, la première réaction qu'on peut avoir, c'est de s'opposer. Et lorsqu'on a discuté et qu'on a compris, en général, on voit qu'une loi de la République n'est pas faite pour les uns et contre les autres. Une loi de la République, elle est faite pour toute la République. Alors, un deuxième élément, c'est que c'est la première fois que les conseils économiques et sociaux départementaux font leur session extraordinaire. Bien entendu, il fallait l'organiser, il fallait le structurer, il fallait du contenu riche, il fallait également que ce travail puisse servir au national à terme. On peut considérer désormais que les sessions au niveau départemental vont vraiment bien se dérouler à chaque fois que cela sera planifié. Le Conseil économique et social se veut plus proche et à l'écoute des citoyens dans les terroirs locaux partout au Bénin pour donner sens à la réforme d'un CES ancré au plan local. Des échanges sont organisés avec les populations. Les échos avec Uvaïs Balogo. Toujours au plus près des populations, de leurs préoccupations et pour leur apporter la bonne information sur les lois votées à l'Assemblée nationale.
Cette ambition, portée par le Conseil économique et social rénové, se met en œuvre, comme c'est le cas ici, dans le département de l'Atlantique. Dans cette salle, des chefs traditionnels, des responsables communautaires et des élus, tous réunis à l'occasion de la première section extraordinaire du Conseil économique et social de la coordination départementale de l'Atlantique. Nous avons le droit de vulgariser toutes les lois, de faire comprendre aux paysans, c'est-à-dire la population en général, la loi que l'Assemblée prend. C'est ça, c'est l'essentiel, faire comprendre à la population ce qu'on fait. À la manœuvre pour cet exercice d'écoute, de partage et de prise en compte des aspirations des populations, le président du Conseil économique et social. Vous aurez à prendre connaissance du programme indicatif des sessions départementales de l'année 2025. Vous aurez à réaliser une séance d'imprégnation des populations sur les dispositions relatives à la sauvegarde des aires culturelles de notre pays et à la chefferie traditionnelle au Bénin. Vous allez également à vous approprier les sujets d'autosaisine. Enfin, vous aurez à collecter des informations au niveau départemental sur les différents sujets d'autosaisine. À l'occasion de l'ouverture de cette session extraordinaire, les enjeux liés à la loi sur la chefferie traditionnelle. Cette loi est ici décortiquée, point par point, pour une meilleure compréhension. Entre questions et réponses, à l'arrivée, plus de flou ni d'incompréhension. On a été très émerveillés en fait par rapport à l'explication qui a été donnée sur le fond, le contenu de la loi sur la chefferie traditionnelle. Et je crois que c'est très utile parce que, bon, on entend, il y a une loi, on a lu, mais on n'a vraiment pas compris le fond, le contenu. On a vu à travers l'idée qu'il y a une restauration des vraies valeurs de la chefferie traditionnelle. J'avais lu la loi, mais ce que j'ai appris aujourd'hui, vraiment, ça vient encore mettre un plus dans ce que j'ai lu. C'est ça, et ça me réconforte. Et moi, je suis dans Wanozo. Et on a une chefferie là, d'accord. J'ai demandé si on peut continuer. J'ai appris, on a donné la réponse tout à l'heure. Alors donc, moi, je suis content, je suis satisfait. Pour un conseil économique et social plus proche des attentes citoyennes, la mission se poursuit au plus près des territoires. Et à Lalo, dans le département du Koufo, le riz est bien plus qu'une culture. C'est aujourd'hui un moteur de développement local et grâce à l'accompagnement de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 5, une véritable chaîne de valeur s'est structurée autour du riz. Coopérative renforcée, intrants fournis, formation, transformation, tout un écosystème soutenu pour faire du riz de Lalo un produit compétitif. Benjamin Denayon et Blaise Adam pour nous en dire plus. À Lalo, dans le Koufo, le riz a cessé d'être une simple culture. Il est devenu une véritable dynamique économique pensée pour transformer toute une filière. 492 personnes, dont 179 femmes, regroupées en 22 coopératives. Ensemble, elles forment le cluster Riz Lalo, une chaîne complète qui réunit autour du riz producteurs, fournisseurs d'intrants, transformateurs et distributeurs. Au cœur du dispositif, une structure, l'ESOP Lalo, l'entreprise de services et organisation de producteurs. Elle fédère, transforme, commercialise le riz produit dans les champs. Le changement apporté est manifeste. La production a bondi. Certaines coopératives nous livraient 50 tonnes de riz par campagne, mais aujourd'hui, ils sont à plus de 200 tonnes par an. Je pense que la TDA nous a donné beaucoup des équipements. Si nous prenons aujourd'hui la tenise optique, nous prenons la mini-rizerie, c'est grâce à la TDA 5 que nous avons tout ça là. Parce que c'est des projets programmes, mais tous toujours passent par la TDA avant d'atteindre les bénéficiaires. Le riz local est désormais calibré, emballé, prêt à rivaliser sur le marché.
L'accompagnement de l'ATDA 5 est décisif dans cette dynamique de filière. Soutien logistique, conseil, structuration des coopératives et montage de projets pour avoir les financements. Ils nous ont aidés à travers nous à atteindre les producteurs pour que quand même le rendement soit vraiment amélioré. Parce que auparavant, avant l'intervention, le rendement tournait autour de 2,5 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, ils sont à plus de 4 tonnes, 4,5 tonnes à l'hectare. Au début de la chaîne de valeur, les producteurs sont chouchoutés par la TDA. Intrants et appui conseils divers leur est garanti par l'agence. La TDA nous accompagne sur ces choses-là. Les crédits, les herbicides, les engrais et les semences aussi. Le riz ici épanouit les producteurs et redonne espoir aux jeunes ruraux. Il nous a permis de devenir quelqu'un, nous les cultivateurs de riz, il nous a permis de devenir quelqu'un comme les fonctionnaires d'État aujourd'hui. À Lalo, le riz est devenu une chance de réussite économique au bout d'une chaîne d'énergie qui s'aligne et nourrit tout un territoire. Et on prend à présent la direction du Nord, plus précisément à Karimaman. Les producteurs de riz sinistrés lors de la saison agricole 2024 ont reçu, à l'instar de ceux des communes de Djidja et Lalo, leur indemnité. Une délégation du Fonds national de développement agricole et ses partenaires se sont rendus sur place pour constater l'effectivité des paiements. Ghislaine Adimi et Alexis Segbemon. À Karimaman, près de 1600 producteurs de riz bénéficient de la phase pilote du projet d'assurance agricole à indice de rendement. Environ 66 000 francs CFA d'indemnisation pour les dégâts causés à leur production par les intempéries de la campagne agricole 2024. L'année dernière, on a fait le riz et l'inondation a ravagé. Et c'est l'argent que nous avons envoyé. C'est cette assurance agricole qui est venue, on a reçu. Je suis d'accord à souscrire, et vite même, parce que les 65 000 qui sont venus, ça m'a permis aujourd'hui de prendre les intrants. Chacun de nous a compris ce qui est l'assurance agricole dans le Bénin. Parce que je suis très d'accord à payer chez moi l'assurance aussi. Le Fonds national de développement agricole se réjouit de la bonne assimilation du projet par les bénéficiaires. La suite du processus, c'est déjà que ce projet pilote se poursuive pour le compte de 2025. Pour que cela puisse être ainsi, c'est qu'effectivement les primes d'assurance agricole puissent être mobilisées. Pour ce qui concerne la contribution des partenaires et du gouvernement béninois, il n'y a pas de souci à se faire. Donc ces ressources-là sont presque déjà mobilisées et devront être transmises. Et quand tout cela sera fait pour le compte du nombre que nous avons défini en termes d'objectifs, pour cette année 2025, nous pourrons effectivement dire que nous sommes en train d'aller au bout de cette phase pilote. Porté par le FNDA et mis en œuvre avec l'appui technique du cabinet international Poula Advisors, le projet pilote d'assurance agricole à indice de rendement a touché au total 11 000 producteurs dans 8 communes du Bénin pour le compte de l'année 2024. Et on s'intéresse à présent à ces héroïnes de prouesse biotechnologique qui impactent nos quotidiens. Allons rencontrer deux d'entre elles. L'une est biotechnologiste, l'autre docteur en biochimie moléculaire. Elle nous parle de la passion pour leur métier et de leur parcours. C'est un portrait signé Génial Afouda Mossi Avocat. Unité de biomarqueurs moléculaires en cancérologie et nutrition. On la retrouve au laboratoire de biologie intégrative pour l'innovation thérapeutique à Cotonou. Ici, le quotidien rime avec dosage de substances chimiques, prélèvement et recherche. Lorsque les médecins font face à une pathologie donnée, pour le diagnostic, nous intervenons. Nous devons rechercher quels sont les gènes qui sont impliqués dans la survenue de ces pathologies afin d'aider le médecin à mieux orienter son traitement. Aider le médecin à orienter son traitement pour poser un diagnostic,
Une vocation pour cette dame passionnée de biochimie. Je suis passionnée par la biologie, tout ce qui est biologie. Je pousse chaque fois ma curiosité à comprendre tout ce qui se passe dans l'organisme humain, en tant que maladie, le bon fonctionnement de l'organisme, comment ça se passe. C'est ma passion et ce qui m'a amené plus à m'inscrire en biochimie. Les recherches en laboratoire, Efrosie aussi y est habituée. Plus qu'un métier, la jeune femme y trouve à sa façon un moyen de sauver des vies. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a poussée à faire ce choix professionnel. On fait des prélèvements sanguins, urinaires, les selles, les liquides céphalo-rachidiens. C'est un métier qui me passionne beaucoup parce que le fait de pouvoir contribuer à préserver la vie humaine, c'est quelque chose qui me passionne. C'est ça qui m'a motivée plus à me pencher sur ce côté. Et pour ces jeunes qui rêvent d'arpenter le même couloir que cette dame de la science, de bien bosser, de travailler, c'est un bon métier. La recherche, il faut être philosophe, il faut beaucoup réfléchir, c'est passionnant. Si on a ça accompagné des finissements, je me plais dedans, ça ne me dérange pas. Et j'encourage beaucoup de jeunes à s'inscrire dans ce domaine, c'est vraiment passionnant. Rechercher et analyser des prélèvements. Pour ces deux techniciennes de laboratoire, il ne s'agit pas juste d'un métier pour arrondir les fins de mois, mais plutôt de le transformer en une expérience enrichissante et gratifiante. Et vous le savez, chaque année, la journée de l'arbre crée de l'engouement pour le reboisement. L'univers éducatif prend aussi sa part dans la restauration du couvert végétal. Écho d'une campagne scolaire de reboisement dans la Donga, nous irons voir l'élan vert au lycée technique agricole de Barienou, commune de Djougou, et au lycée Dina dans le Borgou. Et c'est avec Jean-Claude James. Véronique Toyin-Fodé en mode ambassadrice de l'arbre. En compagnie du préfet, la ministre met en terre le premier des 400 plants composés de caïl cédra, fromager, afzélia, prévu pour ce site de 1 hectare. L'acte que nous posons ici n'est pas une simple plantation symbolique. Il s'agit d'un acte aligné sur les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 13 sur la lutte contre les changements climatiques, l'ODD 15 sur la vie terrestre et la gestion durable des forêts, l'ODD 4 sur une éducation de qualité qui forme des citoyens conscients et responsables, et bien sûr l'ODD 2 qui vise à éradiquer la faim et à assurer la sécurité alimentaire pour tous. Dans le cadre de cette campagne tournante de reboisement, la communauté scolaire a déjà mis en terre plus de 200 000 plants sur plus de 90 hectares. Mais le défi de la restauration du couvert végétal est toujours d'actualité. Le diagnostic qui est fait au niveau du département de la Donga, nous avons un besoin de reboisement de 2500 hectares. Saisissez toutes les occasions. Conquérez tous les espaces libres avec nos plans forestiers, fruitiers et ornementaux. Cette fête de l'arbre est aussi une occasion de plaidoyer. Le LTA compte sur l'intervention de la ministre, du préfet et du maire. Malgré nos avancées, plusieurs défis demeurent. Manque d'infrastructures de base. Nous avons également un besoin urgent d'équipements pédagogiques adaptés. Créé en 2013 sur une superficie de 100 hectares, le lycée technique agricole de Barienou dans la commune de Djougou compte aujourd'hui 444 apprenants, dont 23% de filles. Une vraie armée pour l'entretien des plants avec le concours de l'inspection forestière, car la ministre tient à voir dans quelques années l'arbre que va donner sa jeune plante. Et pour finir, le mouvement national des jeunes leaders du Bénin s'engage activement pour la participation citoyenne des jeunes au développement. Dans ce cadre, un forum a été organisé pour renforcer la sensibilisation autour de cet enjeu. Les précisions de Gilles Dansou et Benjamin Denayon. Forum national des jeunes leaders, abordé avec la couche juvénile,
les sujets relatifs au leadership transformationnel, en prenant exemple sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. On a parlé des valeurs comme le leadership par service, l'humilité, l'intégrité, la probité et comment développer la vision et l'appel de soi tout en impactant la société et la nation, afin que nous ayons une génération de leaders au service des nations, de l'Église, des peuples. La vision vise à outiller et équiper les jeunes, à les rendre beaucoup plus compétentes, dynamiques et opérationnelles, capables de relever les défis qui sont les nôtres dans la nation et tout en incarnant les valeurs du Christ. L'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, soutient cette initiative qui vise le plein épanouissement des jeunes. Les jeunes ne savent pas que l'ANPE est le seul service public de l'emploi qui anime le marché de l'emploi. L'ANPE, en tant que structure qui accompagne les jeunes, sert d'intermédiaire entre les offreurs et les demandeurs d'emploi. Mettre ces jeunes au service du développement et la solution est bien trouvée. Et quels sont les marchés ouverts ce jeudi sur l'ensemble du territoire? Voici le planning journalier d'animation de ces marchés. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Lydia Tchotongodo. On se retrouve demain. Avec beaucoup de plaisir. Toujours pour le bulletin d'information. Et pendant ce temps, je reçois William Bienvenu à Gare. Bonjour William. Bonjour Rachidat, bonjour Christelle. Bonjour, bienvenue. Et Diacho. Allez, nous allons tout de suite à la revue des titres. William, quelles sont les unes des journaux ce matin? On démarre tout de suite par le quotidien, le matinal Vision Bénin 2060, cap sur un avenir radieux et prospère. Détention et consommation de cannabis, 14 détenus risquent gros devant la criette. Matin libre, adopté en Conseil des ministres pour le bien-être commun, la Vision Bénin 2060 pour consolider les acquis de développement. À l'occasion de ces 50 ans, le Bénin a des questionnements sur l'impact de la CEDEAO, refonder l'intégration régionale par l'action, comment les démocrates comptent relancer la coopération Bénin-Niger. La nation, vision nationale de développement à long terme, un Bénin rayonnant d'ici 2060. Le télégramme à présent, ratification de 12 accords de prêt au profit de l'alimentation scolaire, l'agriculture
l'agriculture et l'énergie, les députés prennent acte à la plénière de mercredi dernier. Hier, donc, baptême de feu pour le ministre Akpona, animation de la vie politique béninoise, Célestine Zanou, au domicile de Boniaï. Visite de courtoisie ou tractation pour la présidentielle de 2026. L'interrogation est à la une de ce journal. Ratification d'accord hier au Parlement. Les députés priorisent l'alimentation scolaire prétendue, inexistence légale du PRD. Des juristes contredisent les conservateurs. On passe au quotidien. Le meilleur Assemblée nationale, les députés donnent leur caution pour la ratification de 12 accords de prêt. Probable retour du parti PRD sur l'échiquier politique national. C'est juridiquement impossible, d'après Wilfred Léon Mbedi. Les tests internes des partis politiques ne sont pas au-dessus des lois de la République, dit le porte-parole du gouvernement. Concept fusion et désistement, le gouvernement dans une approche confusionnelle, nous dit ce matin Dynamisme Info. On passe au quotidien. Gassiani Info, chef de file de l'opposition, un poste fantôme malgré la loi Voix de l'Amérique réduite au silence, un outil stratégique sacrifié. Voilà l'essentiel à retenir d'une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. Merci William. On vous retrouve en toute fin d'émission pour la revue de presse. Et pendant ce temps, savez-vous qu'aujourd'hui on célèbre la journée internationale de la lutte contre le travail des enfants, vous le savez? Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que le débat s'intéresse à ce sujet. Et l'autre journée mondiale qu'on célèbre également aujourd'hui, c'est celle des huissiers de justice. Ah, ça, tu n'en savais rien. Alors, tu restes avec nous, de l'autre côté, bien entendu, pas sur le plateau, pour découvrir, n'est-ce pas, ce que c'est qu'un officier de justice. Et c'est tout de suite maintenant. Eh bien, merci de nous retrouver sur cette page invitée, chers amis téléspectateurs. Ils sont vus comme des officiers ministériels et publics qui frappent à la porte et exécutent de force des ordres judiciaires. Ils ne seraient là que pour faire des saisies, expulser, faire peur aux débiteurs pour recouvrer des dettes, des clichés d'officiers brutaux qui déforment ou simplement ou simplifient leur rôle, leur mission ou leurs compétences. Pourtant, aux côtés de l'avocat, du juge ou du procureur, ils jouent un rôle crucial dans le système juridique et ne sont pas simplement des exécuteurs, mais des acteurs essentiels à la mise en œuvre de la justice. À l'occasion aujourd'hui de la journée mondiale des huissiers de justice, nous tentons de faire cesser ces idées reçues. Ce matin, on vous emmène donc à la découverte de ce noble métier, souvent méprisé et méconnu, avec le président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin, Maître René-Maxime Assoba. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Biomama. Biomama Achidat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'un huissier de justice? L'article 3 de la loi 2001-38 du 8 septembre 2025 portant statut des huissiers de justice définit les huissiers de justice comme des officiers ministériels et publics institués pour signifier ou notifier des actes ou exploits, mettre à exécution les décisions de justice, ainsi que des titres et actes en forme exécutoire. D'accord. Ils peuvent être commis par la justice ou requis par des particuliers pour des concertations. Et en outre, ils peuvent également procéder au recouvrement amiable ou recouvrement forcé. Forcé. Donc, ils sont aussi sollicités pour les services des cours et tribunaux. D'accord. Et indépendamment de ça, avec l'IA, nous avons d'autres attributions qui s'ajoutent aujourd'hui. On va évoquer cette question dans un moment. Alors, comment on devient huissier de justice déjà, tout de suite oui. Pour devenir huissier de justice, il y a au moins 8 critères pour être huissier de justice. Il faut d'abord être de nationalité béninoise. Il faut avoir la jouissance de ses droits civils, politiques et civiques. Et il faut n'avoir jamais été condamné à une peine de détention ou d'amende pour crime ou délit entachant l'honneur et la probité. D'accord. Il faut être de bonne vie ou de bonnes mœurs
être âgé de 25 ans accompli, être titulaire d'une maîtrise ou un master aujourd'hui ou d'autres diplômes équivalents, justifier de la qualité de premier clerc. La qualité de premier clerc chez nous, c'est que celui qui fait un stage non discontinu 2 ans peut acquérir cette qualité, ce qui lui permet d'aller à l'examen. Et la dernière condition, c'est d'avoir satisfait aux épreuves écrites et orales de l'examen des huissiers de justice. D'accord. Oui. Alors, je l'ai dit dans mon intro, c'est un métier méconnu, souvent méprisé. Quel est précisément son rôle, on va dire, dans l'appareil judiciaire? L'huissier de justice est un acteur de justice et un auxiliaire de justice, un acteur clé de l'appareil judiciaire. Il est à la phase pré-contentieuse, la phase contentieuse et la phase post-contentieuse. La phase pré-contentieuse... Il est à toutes les étapes, finalement. Il est à toutes les étapes. Il est incontournable. D'accord. Et à la phase pré-contentieuse, il fait des significations qui est un monopole des activités de justice. Vous allez les voir dans les maisons. Ils portent les assignations, des citations. La mine serrée souvent, hein? Oui, parce qu'ils ne nous acceptent pas facilement. Ouais. Donc, quand vous allez, il faut leur démontrer que vous êtes un représentant de la loi parce que Dieu et l'État nous a conféré une parcelle de ses pouvoirs qui nous permet d'agir dans ces lieux et places. Et dans ces conditions-là, nous sommes venus au nom de la République, au nom de l'État, et nous portons l'information de dire qu'à travers nous, le tribunal vous saisit pour évoquer des prétentions de votre requérant, de votre, je veux dire, adversaire, du demandeur à l'action. Donc, vous allez devant le juge pour vous expliquer sur une question de droit qui s'est posée entre vous et votre contradicteur. D'accord. Donc, nous portons ça et ce n'est pas facile, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les gens ne nous acceptent pas aussi facilement, mais nous avons le rôle social que nous mettons en jeu souvent pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des acteurs de justice. Et je veux signaler au passage que nous n'avons pas de clients. Nous sommes là, nous sommes l'œil de la justice et nous sommes impartials. Nous allons là-bas, même si vous êtes notre... On n'a pas de requérant. Même celui qui vient nous requérir pour un acte, il ne peut pas nous demander de faire ce qui est contraire à la preuve que nous avons eue. Parce que nous sommes là pour rassembler les preuves pour que le juge puisse utilement rendre sa décision. Alors, l'huissier de justice, vous le disiez, donc important à la phase pré-contentieuse, oui. Et à la phase contentieuse, le juge peut avoir besoin de nous pour des éléments nécessaires pour qu'il puisse rendre le plus judicieusement possible sa décision. Donc, il peut nous demander, par exemple, on a assigné quelqu'un au tribunal qui n'est pas venu. Le juge peut nous dire, mais allez convoquer la personne encore pas huissier pour que je sois sûr que la contradiction est assurée, pour qu'il y ait un élément important pour la décision de justice. Donc, nous allons là-bas porter, dès que nous disons que l'acte est porté à la personne même, le juge peut rendre une décision réputée contradictoire parce qu'il estime que l'huissier est allé effectivement et tout ce que l'huissier écrit fait foi jusqu'à la décision de faux. D'accord. Et donc, à cette phase-là, on peut nous demander d'aller interpeller un des témoins qui ne peut pas se porter au niveau de la justice, au niveau du tribunal, que vous allez là-bas requérir sa version des faits pour pouvoir permettre au juge de rendre utilement sa décision et judicieusement sa décision. Mais maintenant, à la fin, c'est la phase où on nous voit. C'est la phase post-contentieuse où nous sommes à l'exécution. Et à l'exécution, les gens ont tendance à croire que l'un huissier de justice, c'est quelqu'un qui se lève de son cabinet pour venir... Non, non. Quand la décision... Pourtant, c'est tout un processus. C'est un processus et la décision, quand elle n'est pas définitive, quand elle n'a pas la force de choses jugées, nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas le droit d'aller agir. Mais nous traduisons la décision dans les faits. Donc, quand nous allons faire exécuter. Et le législateur nous impose encore toute une procédure à ce niveau-là. La signification est faite, un délai de 8 jours est donné à la partie perdante de s'exécuter. Mais maintenant, s'il ne s'exécute pas, nous sommes obligés de faire... Vous êtes dans votre rôle de faire exécuter. Donc, dans ce cas-là, vous allez voir, même les 8 jours que le législateur nous donne, il y a aujourd'hui, l'État prend tellement de précautions, ce qui fait que
Des fois, nous sommes obligés d'aller à la police, demander l'autorisation du procureur, l'autorisation du maire, l'autorisation plutôt du préfet, avant d'aller à la... Donc, tout ce temps, ça peut faire 3 mois, 4 mois. Mais le jour où nous allons là-bas, ce requis récalcitrant, je dirais, qui ne veut pas savoir que quand nous sommes dans une république, il y a des règles à respecter et que quand la décision est rendue, elle est rendue au nom de la République et pour qu'elle ait des équités. Nous allons là-bas, il dira qu'il n'a jamais reçu de signification, alors que l'huissier n'est pas au-dessus de la loi et que s'il ne remplit pas les conditions, il peut être poursuivi même pour des voies de fait. Et même quand l'huissier se présente, il faut décharger. Il faut décharger. Oui, il faut décharger parce que ce n'est pas une décision de justice, c'est un acte extrajudiciaire pour juste dire « je vous ai vu ». Mais maintenant, la force de l'huissier, c'est quoi? Je vous ai vu, vous avez refusé de prendre mon acte, je fais la mention que je vous ai vu et ce que j'ai dit fait foi jusqu'à l'instruction de faux. C'est une parcelle de pouvoir, c'est ce qui fait que nous-mêmes, huissiers de justice, nous avons l'obligation de respecter les tests, sinon les sanctions sont prévues contre nous. Donc, ce que nous disons, et c'est pour cela que j'en viens même au terme de notre journée, on est des tiers de confiance. Donc, si nous perdons la confiance, parce que la confiance, elle se gagne, la confiance, elle s'entretient et peut se perdre. Exactement. Et si on fait perdre la confiance, on n'existe plus, on n'est plus huissier de justice. Exactement. Alors, le rôle de l'huissier de justice est tellement important, on se rend compte finalement que c'est un acteur vraiment incontournable. Mais comment comprendre, Maître René Maxime Assoba, qu'on ait moins de 50 huissiers de justice au Bénin? C'est un nombre tellement... D'abord, il faut dire que les gens véhiculent souvent que la Chambre nationale des justices ici n'organise pas les examens. Il faut que je rétablisse ça ici. Nous sommes sous l'autorité du ministre de la Justice. Nous ne pouvons rien sans le ministre de la Justice. Même notre nomination passe par un décret présidentiel. Donc, tout est réglementé au Bénin. C'est le ministère qui fait des analyses, qui fait des expressions pour voir si est-ce que le niveau de juridicité dans telle localité permet de créer des charges. C'est de ça qu'il s'agit. Et le ministère organise en collaboration avec la Chambre nationale de justice. Et nous sommes à 45 huissiers de justice actuellement au Bénin. Et nous arrivons à satisfaire quand même la population, mais nous en demanderons plus parce qu'il y a des charges encore qui sont restées vacantes par décès de certains et par des charges qui sont créées mais qui n'ont pas eu encore de postulants. Mais on en aura très prochainement parce que je vous dirai au passage qu'avec la modernisation de la justice, une école est en cours de création. Elle est créée, mais les procédures sont en cours pour qu'on puisse commencer à recruter directement par l'école. Les étudiants sortis de l'université vont pas passer les tests et deviendront huissiers. Très bien. Ce n'est donc pas parce que le métier n'attire pas, ce n'est pas non plus parce que la Chambre nationale n'organise pas les examens, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un métier noble et moi je suis un passionné de ce métier-là. Mais comment vous parvenez avec ce nombre insuffisant à couvrir l'ensemble du territoire national? Nous avons des compétences territoriales, nous sommes près les 3 cours d'appel que nous avons, cours d'appel de Cotonou, cours d'appel d'Abomey, coup d'appel de Parakou. Sur Parakou, on a 2. Et Abomey, on a 7. Et ici, le reste. Mais ce qui veut dire que... Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par des clercs, on appelle des clercs assermentés, qui prêtent serment pour nous substituer dans nos missions. Donc on n'est pas seul. Et chaque huissier peut avoir au moins même 5 clercs, ce qui fait qu'on parcourt, on maîtrise notre département, notre territoire juridictionnel. Alors, Maître Assoba, aujourd'hui c'est votre jour. Aujourd'hui, la communauté internationale, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des activités prévues? D'abord, rappelez-nous le thème de cette journée. L'intelligence artificielle au service de l'huissier de justice, tiers de confiance. C'est l'Union internationale des huissiers de justice, donc c'est une organisation internationale non gouvernementale qui est créée depuis 1952 et dont fait partie le Bénin, qui est présente sur 5 continents. Et chaque année, les 2e jeudis du mois de juin,
nous travaillons pour qu'il y ait la lumière sur la profession parce que on est moins connu, on est inconnu et nous devons faire le travail pour que les gens puissent savoir que l'huissier de justice est utile à la population. Dans un pays où il y a l'exercice de l'état de droit est de primauté, il faut qu'il y ait des huissiers de justice. D'accord. Alors, vous le dites si bien en lien avec le thème de cette année, à l'heure où l'intelligence artificielle, on va dire, transforme pratiquement le monde professionnel, comment les huissiers de justice s'engagent-ils? Comment se réinventent-ils, je vais dire? Ça c'est vrai. Et nous saluons notre pays, je dis le leadership du président Talon, depuis que le président Talon est arrivé depuis 2016. Il y a eu beaucoup de changements dans le domaine judiciaire, notamment dans notre domaine. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, je veux dire la loi 2020 sur la modernisation, et nous avons la certification électronique. Également, il y a la certification, c'est en cours, la certification électronique et la gestion des preuves numériques et la certification même des contrats électroniques. Tout ça, c'est le développement technologique et nous devons nous adapter. C'est pour cela que le thème de l'Union internationale, cette fois-ci, est l'IA au service de l'huissier. Donc, nous devons maîtriser l'IA pour que l'IA ne soyons pas au service de l'IA. Au contraire, nous allons la maîtriser pour être à notre service. Pour être davantage efficace. Parce que nous faisons des constats, des états des lieux dans les locaux et nous ne pouvons pas tout détailler. Mais avec une photographie d'un local, avec l'IA, nous allons un détail de l'immeuble et ça va très vite, même la rédaction. D'accord. Donc, on imagine bien qu'il y a une vaste campagne, il y a des formations en cours. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'huissier de justice, les 4 et 5 derniers, nous avons fait une formation sur le procès verbal, le constat et la transcription électronique qui nous donne la preuve que la transcription électronique avec d'autres applications, on peut transcrire un audio en une fraction de seconde. Donc tout ça, là, il faut qu'on soit adapté à la technologie, être présent, sinon on va disparaître. Exactement. Donc l'huissier de justice béninois, aujourd'hui, on peut dire qu'il est au pas. Au pas. D'accord. On travaille pour. Très bien. Alors, y a-t-il des activités officielles aujourd'hui? Aujourd'hui, pour toujours la lumière sur la profession, et nous invitons la population à passer dans les études d'huissier de justice pour des consultations gratuites toute la journée. Ah oui, gratuites. Consultation gratuite, vous venez, n'importe quelle difficulté que vous avez sur le plan juridique, et nous sommes disponibles parce que nous sommes plus proches des justiciables. C'est notre métier, donc on va les orienter pour qu'ils puissent avoir satisfaction. Maître René Maxime Assogba, merci pour ces éclairages sur ce noble métier. On retiendra que l'huissier de justice est un acteur de médiation, de conciliation et de gestion des litiges, en ligne ou non. Et surtout, il faut le savoir, l'huissier de justice n'est pas l'ennemi de la population. Pas du tout. C'est important. Il faut insister là-dessus. La mission sociale de l'huissier de justice, c'est que l'huissier de justice travaille avec professionnalisme et empathie. Et nous sommes à l'écoute. Nous sommes des humains et nous travaillons pour les humains. Merci, Maître René Maxime Assogba. Bonne célébration à vous. Merci infiniment. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin qui se poursuit. À présent, vous savez, vous connaissez bien la rubrique L'heure du français. C'est l'incontournable escale, l'incontournable rubrique, j'allais dire, de tous les jeudis. Et il est déjà avec moi, Patrick Diossou. Voici pour vous l'heure du français. Oui, nous continuons notre exercice jupitérien sans Jean Fondé. Patrick Diossou, bonjour. Bonjour. Ça va ce matin? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Allez, de nouveaux mots à l'ordre du jour, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées du jour. Quel est le menu de la rubrique L'heure du français ce matin? Alors, le menu, pour les mots du jour, on a le mot bailleur. Ça sonne bailleur, mais ça s'écrit de manière différente. Le premier bailleur, B-A-I-2-L-E-U-R. Bailleur
tout simplement, ça rappelle un peu le travail que vous avez fait tout à l'heure, huissier de justice. Le bailleur, c'est une personne qui donne en bail ou qui donne à bail. Ça, c'est la première explication. Maintenant, bailleur avec accent sur le A, accent circonflexe. Donc, B-A, accent circonflexe, I-2-L-E-U-R. C'est la personne qui baille, qui ouvre la bouche pour bailler, qui baille de fatigue ou de sommeil. Quand le sommeil est intense, on baille. Quand la fatigue est intense aussi, on baille. Parfois, on baille de faim, parce que la faim pousse à bailler. Maintenant, le troisième bailleur, c'est B-A-Y-E-U-R. Alors, B-A-Y-E-U-R, c'est une personne qui parle de manière niaise ou qui regarde de manière niaise, qui regarde niaisement un bailleur. Donc, on ne dit pas dans ce cas que cette personne baille simplement, mais cette personne est en train de bailler parce qu'elle a un problème d'idiotie. Oui, voilà. Donc, bailleur, B-A-Y, c'est une personne qui regarde de manière niaise. Voilà. Donc, il faut le savoir, bailleur, avec la complicité, bien entendu, de l'infographie. Il faut le savoir que ça s'écrit de plusieurs manières. Oui. Et donc, bailleur, B-A-I-2-L-E-U-R, c'est une personne qui donne un bien en bail. Oui. C'est ça, non, Patrick Gossou? Oui, oui. Bailleur, B-A-I. Oui, B-A. Accent circonflexe, voilà, I-2-L-E-U-R, une personne qui baille de fatigue ou de sommeil. Oh là là, je baille là maintenant. Et la troisième manière, la troisième façon d'écrire bailleur, c'est B-A-Y. Et ça indique une personne qui regarde niaisement. Exactement. Ça, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, cette explication-là. Oui. Bailleur, B-A-Y-E-U-R. Et ça existe, mais plusieurs personnes ne savent pas que B-A-Y existe, B-A-Y-E-U-R existe. Et bailler, B-A-Y-E-R existe aussi. On va en parler. On peut utiliser ça dans une phrase, là, un exemple pour nos téléspectateurs. Un exemple, nous avons vu sur les réseaux sociaux une personne en train de se laver en pleine rue. Et il y a certains qui regardaient, il y a certains bailleurs qui regardaient. Parce que, non, parce que là, tu m'inclus dedans. Totalement hébétés, donc regardaient de manière ébobie. Ceux qui étaient, ceux qui étaient in situ, ceux qui étaient sur le site. Ceux qui étaient sur le site regardaient et ils avaient l'air de bailleurs, de personnes qui regardent de manière niaise. Parce que ça dépassait l'entendement, qu'on puisse voir quelqu'un. C'est pas une insulte, hein? Vous ne les insultez pas, hein, Patrick? Non, on ne les insulte pas. Ils vous en voudront ce matin. On ne les insulte pas, mais le spectacle était tellement intense, intense de manière... Enfin, le spectacle était tellement stupéfiant, c'est le mot que je cherchais, qu'ils sont restés là, bouche bée, à regarder. Ils sont restés bébêtes. Oui, voilà. Donc, ils sont des bailleurs dans ce cas. Très bien. Allez, on poursuit cette rubrique, Patrick Gossou, et on en vient au maniement de la langue. Le maniement de la langue, nous avons voulu chercher quelques mots, des mots masculins qui se terminent par E-U-R, mais qui ont leur féminin, soit en E-U-S-E ou en E-2-S-E. C'est-à-dire, R devient euse ou S. D'accord. Et on a pu trouver quelques exemples. D'abord, on parle de bailleur. Bailleur avec Y. Bailleur, B-A-Y-E-U-R. Si c'est une femme, on dira une bailleuse. Une bailleuse, oui. Une femme, une bailleuse. Le bailleur, avec accent, il faut penser à ce qui couvre. Donc, on utilise la main pour couvrir la bouche. Donc, c'est ça qui fait que c'est mon professeur de français qui dit, pour pouvoir savoir la différence entre bailleur avec accent et bailleur sans accent. Celui qui est avec accent, c'est le bâillement où on met la main. Donc, la main couvre, la main un chapeau. Donc, le bailleur avec chapeau, le féminin, c'est bailleuse. Un bailleur, une bailleuse. D'accord. Mais le bailleur, celui qui met un bien en bail, son féminin, c'est bailleresse. D'accord. Bailleresse. Donc, ce n'est pas bailleuse, bailleresse. Et il y a beaucoup d'autres féminins comme ça. On a docteur,
Au féminin, dans certains pays, on continue au Bénin aussi, on continue de dire docteur. Et quand vous allez au Canada, on dit docteur, mais avec E à la fin de docteur. Très bien. Maintenant, l'ancien français, c'est doctoresse. Doctoresse qui n'est plus utilisé de plus en plus, qui n'est plus utilisé actuellement. Mais si on l'utilise, on n'aurait pas commis une faute, hein? Non, pas du tout. Ce ne serait pas une faute. Ouais. Doctoresse. Un docteur, une doctoresse. Auteur, le féminin, c'est aussi auteur avec E muet. Au Canada, c'est autrice, c'est devenu une autrice en France, d'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de auteuresse, c'est l'ancien français qui utilise ça, auteuresse, et ce n'est pas, c'est un peu péjoratif. C'est pour dire, bon, c'est une petite auteure, c'est un auteur, c'est une petite qui vient d'entrer dans l'écriture, donc c'est une auteuresse. Donc ce n'est pas très valorisant. Devineur, devin, le devin, c'est celui qui en fait un métier, qui fait de la divination, d'accord? Le devineur, quelqu'un qui arrive à deviner rapidement certaines situations. Le féminin, c'est devineresse. On a charmeur. Charmeur, tout simplement, quelqu'un qui utilise son charme. Charmeur, charmeuse. Mais lorsque c'est une personne, une femme, qui utilise son charme pour de la prestidigitation, de la magie, le charmeur de serpent. Quand c'est charmeur de serpent, c'est une femme, on dit c'est une charmeresse. D'accord. Oui. Maintenant, enchanteur, enchanteuse et enchanteresse, la même chose pour charmeur. L'enchanteur, c'est quelqu'un qui utilise de l'enchantement, de la magie pour pouvoir bleuir un peu ceux qui sont devant lui ou devant elle, enchanteresse. Un chasseur, une chasseuse, une chasseresse aussi existe dans l'ancien français. Un pêcheur. Ici, il y a à faire la différence entre le pêcheur et le pêcheur. D'accord. Oui. Le pêcheur, celui qui utilise la canne ou tout autre chose va à la pour pêche, pêcher. Le féminin, c'est pêcheuse. C'est une pêcheuse, d'accord. Mais le pêcheur, celui qui commet un péché. C'est une pécheresse. Oui, c'est une pécheresse. C'est une pécheresse. Oui, le féminin, c'est une pécheresse. D'accord. Donc, une femme qui commet un péché, c'est une pécheresse. Un homme qui commet un péché, c'est un pécheur. Merci, Patrick Diansou, pour tous ces mots. C'est vrai que très souvent, si on y prend garde, on a vite fait, de passer à côté. Oui. Et l'expression du jour, c'est bailler au corneille. Oui. Vous y tenez, hein, votre mot ce matin. Alors, bailler au corneille. Bailler au corneille, lorsqu'on entend ça, certains utilisent B-A-I-2-L-E-R ou bien B-A sans circonflexe. Non, c'est bizarre. Bailler au corneille, c'est B-A-Y-E-R. C'est pour mettre l'accent sur cette expression. Bailler au corneille, c'est B-A-Y-E-R. Au corneille, donc c'est rester bouche bée devant quelque chose d'insignifiant ou sans intérêt. Bailler au corneille, donc il ne s'agit pas de bailler comme ça, mais de rester ébahi, ébahi, ou totalement stupéfait. Quelqu'un dira, quand on dit stupéfait, c'est si tu peux faire, si tu ne peux pas faire, tu restes immobile. Donc stupéfait. Donc bailler au corneille, c'est rester bouche bée devant quelque chose d'insignifiant ou sans intérêt. Oui, voilà. Voilà pour ce qui est de l'expression du jour. On termine avec la pensée du jour. Oui, la pensée du jour. Toujours, bon, ça, ce n'est plus par rapport à bailler, mais par rapport à corneille. Et c'est une phrase qu'on retient facilement pour parler des auteurs du XVIIe siècle. On dit « Une corneille sur la racine de la bruyère boit l'eau de la fontaine Molière ». D'abord, corneille, c'est un oiseau. Et donc, quand dans la phrase on dit une corneille sur la racine, on sait ce que c'est que la racine. La bruyère, c'est une plante, donc la racine de la bruyère, et boit l'eau. On boit l'eau, on s'étanche avec l'eau de la fontaine. Une fontaine, on sait ce que c'est. Il y a fontaine naturelle, fontaine artificielle. C'est tout un ensemble qui permet d'avoir de l'eau, de prendre de l'eau. Ça jaillit pour la fontaine, et puis fontaine Molière. Mais ici, lorsqu'on dit une corneille, ça rejoint Pierre Corneille. Pierre Corneille qui a écrit le Cid.
Pierre Corneille, c'est un dramaturge français. Une Corneille sur la Racine. Racine, c'est Jean Racine. Jean Racine, c'est aussi un auteur du XVIIe siècle et il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il est dramaturge, lui aussi, comme Corneille. Et il y a La Bruyère. La Bruyère, c'est un moraliste du XVIIe siècle qui a écrit les caractères. Et lui, il utilise tout ce qu'il faut pour pouvoir rendre compte de la morale, pour pouvoir mettre en exergue tout ce qui est moralité, tout ce qui est amoralité aussi. Boileau. Ici, la Bruyère, c'est Jean de la Bruyère. Boileau, c'est Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, c'est celui qui a mis en branle tout ce qu'il faut pour cadenasser, cadenasser c'est peut-être trop dit, mais pour rendre compte de tout ce qu'il faut pour être littéraire, tout ce qu'il faut, on dit pour le théâtre, en un lieu, que l'action soit faite en un lieu, en un espace, etc. C'est lui qui a mis en branle tout ce qu'il y a comme règle de la littérature. Donc, Nicolas Boileau. Et Boileau de La Fontaine, Jean de La Fontaine, on le connaît, le fabuliste. Celui qui a écrit tellement de fables, ces fables sont, bon, ça c'est encore un autre débat, et il a écrit des fables issues qui sont des fables écrites déjà par Ésope ou par Diogène, par des écrivains qui viennent de l'Afrique. D'accord. Oui. J'avoue que la pensée de ce jour fait beaucoup réfléchir, hein, Patrick Jossou. Jean de La Fontaine. Et puis Seuls les littéraires pourront vous comprendre, mais c'est quand même intéressant, c'est bon à savoir. Donc finalement, en quelques mots, cette phrase... Molière, je finis par Molière. Jean-Baptiste Poquelin, c'est son nom, c'est son vrai nom. Molière, c'est lui qui a écrit beaucoup de pièces théâtrales où on ne fait que rire. C'est lui qui a mis le théâtre dans sa simplicité de rire. Les farces de... enfin, il y a beaucoup... Il y a Le médecin malgré lui. Les titres sont en train de partir de Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette phrase? Alors, on retient de cette pensée, cette pensée permet à tous ceux qui iront au baccalauréat prochainement, lorsqu'ils vont tomber sur des épreuves qui parlent du XVIIe siècle, de retenir qu'il y a certains auteurs qu'on ne peut pas ne pas citer quand on veut parler du XVIIe siècle. D'accord. Donc, il y a Corneille, Racine, Bruyère, La Bruyère, Boileau, La Fontaine et Molière. Ça fait 6 auteurs. Donc, c'est une Corneille sur la Racine de La Bruyère, Boileau de La Fontaine, Molière. Ça permet de retenir les noms de ces écrivains, de ces hommes de lettres du XVIIe siècle, des incontournables. Merci Patrick Jossou pour la rubrique l'heure du français de ce jour. On va se donner rendez-vous puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire, n'est-ce pas? On va se donner rendez-vous jeudi prochain pour découvrir d'autres mots. Merci mon cher. Et jeudi, bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Et ceux qui sont au BPC, ils sont déjà dans la pleine chance. Et bonne chance. Ils sont au charbon. Oui, et c'est le dernier jour d'ailleurs. C'est le dernier jour de composition. On espère que le succès sera au rendez-vous. Et que le succès soit déjà au rendez-vous pour ceux qui sont allés au CP. Donc bonne chance à tous les candidats. Merci Patrick Jossou. Est-ce que vous connaissez le BCP-ODD? Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Encore, non, pas du tout. BCP-ODD, non. Allez, tu en sauras un peu plus, c'est certain, avec mes prochains invités. Je les reçois dans un moment. Avant, on va à la pause. Ce matin, on parle du BCP-ODD, le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, un outil de redevabilité mais aussi de performance porté par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, ROD, avec l'appui du gouvernement de la République du Bénin, de l'Association nationale des communes du Bénin, du programme des Nations Unies pour le développement et le réseau des solutions pour le développement durable.
lancé en 2023 à Grand Popo, il a pris en compte le secteur de la santé et a impacté 6 communes. La deuxième phase en 2024 s'est axée sur le secteur de l'éducation. Alors 2 ans après, quel bilan fait-on de l'opérationnalisation de cet outil de développement? On en parle avec 2 invités. Eric Tindo, bonjour. Bonjour madame. Eric Vignilé Tindo, pour être plus précise, n'est-ce pas? Exactement. Alors, vous êtes chargé de suivi du BCP ODD et vous êtes également membre de l'Association nationale des communes du Bénin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Avec vous, Carmen Gaba, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes la présidente du conseil d'administration du ROD. Exact. Merci également, vous êtes une habituée de ce plateau. On va le dire comme ça, n'est-ce pas? Alors, première question, quel bilan peut-on faire des 2 premières années de l'élaboration de cet outil, Madame Gaba? Merci. Déjà, je vous dis merci pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler du bulletin communautaire de performance des ODD ici. Le bilan qu'on peut retenir, d'abord, il y a une très grande mobilisation aussi bien de la population que des autorités locales. Il y a également l'implication des communes, oui, l'implication des prestataires que sont l'État et la mobilisation des usagers que sont la population. Il y a également une prise de conscience accrue, la nécessité pour les autochtones, pour les autorités locales d'impliquer davantage les usagers, la population dans les prises de décision. Il y a également, comme je l'ai dit tantôt, une très grande mobilisation. Oui. Et c'est aussi l'occasion pour la population de donner son idée, de dire ce qu'elle pense de tout ce qui se fait dans la communauté. C'est très participatif, en fait. Exactement. D'accord. Alors, on va rappeler très rapidement, le BCP-ODD, c'est quoi? Bulletin communautaire de performance des ODD. Oui. Et il vise à? Il vise à dire ce qui se passe au niveau de la commune, à évaluer au niveau des cibles, faire une évaluation. Est-ce que ça a évolué, ça n'évolue pas? Et la série de ce bulletin communautaire, c'est de proposer entre les mandataires et les mandants, de proposer des solutions déjà endogènes pour régler certains problèmes avant de les porter plus haut. D'accord. Avant d'en venir à Monsieur Tindo, nous allons suivre cet élément qui nous projette, on va dire, quelques mois en arrière sur le lancement de ce programme-là qui a mobilisé vraiment tous les acteurs. On regarde. Le bulletin communautaire de performance des ODD 2, 6 et 13, officiellement lancé dans les 9 communes cibles. Ce bulletin se veut un outil de redevabilité et d'évaluation des objectifs de développement durable en lien avec l'eau, la sécurité alimentaire, l'assainissement et les changements climatiques. Pourquoi ce bulletin? Parce que nous croyons que le suivi des politiques publiques ne doit pas rester l'affaire exclusive des techniciens et des bureaux. Les populations ont le droit de savoir, de comprendre, de s'exprimer et d'influencer les choix qui les concernent. Les ODD 2, 6 et 13 sont d'une importance capitale pour la résilience de nos communes. Cet atelier a pour objectif principal de promouvoir une gouvernance participative et une redevabilité locale accrue en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau et à l'assainissement et de lutte contre les changements climatiques. Le nouveau bulletin communautaire de performance implique le gouvernement béninois, les PTF, la société civile et le secteur privé. Mon département ministériel a pris le lead de concrétiser la faim zéro, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, ce qui correspond à l'objectif de développement ODD 2. La gestion de l'eau, la gestion de l'environnement et l'agriculture durable sont intimement liés et imbriqués. C'est pourquoi je salue une fois encore l'ONG EROD qui a porté le choix de suivre dans le cadre de l'élaboration du bulletin communautaire de performance les ODD 2, 6 et 13.
Le bulletin communautaire de performance BCP ODD2 en lien avec la sécurité alimentaire concerne les communes de Kétou, Tokuntuna et Toviklen. Basila, Savalou et Avrankou constituent la cible du BCP ODD6 relatif à l'eau. Les communes de Waké, Djougou et Bukumbe se positionnent pour l'évaluation de l'ODD13 sur les changements climatiques. Voilà, c'est un sujet signé Viti Saroret et Michel Elegbe. Et il y a une question qui me vient là à l'esprit. On remarque, Madame Gaba, que les ODD 2, 6 et 13, respectivement relatives à la fin zéro et l'agriculture durable, l'eau et assainissement, la lutte contre les changements climatiques ont été vraiment prises en compte. Je vais vous poser la question tout à l'heure de savoir pourquoi avez-vous choisi d'embrasser ces trois-là. Mais avant, Monsieur Tindo, vous qui êtes membre de la NCB, chargé de suivi du BCP, Rod, comment vous appréciez, on va dire, l'impact, n'est-ce pas, de cet outil au sein des communautés? Je pense que le bulletin communautaire de performance apporte aujourd'hui un plus, d'abord aux décideurs, parce que c'est un outil de prise de décision. Vous voyez, quand nous prenons l'approche d'élaboration du BCP, là, c'est une approche participative, comme vous l'avez dit, et c'est les prestataires, les usagers qui se retrouvent, donc, en plus de la société civile, qui se retrouvent pour élaborer donc cet outil-là. Cet outil perçu dans la communauté comme un document qu'eux-mêmes ils ont élaboré avec l'accompagnement donc des experts permet aux communes d'utiliser pour prendre des décisions. Mais au-delà de l'outil, avant de revenir à votre question, au-delà de l'outil BCP, il y a un plan conjoint d'amélioration des services qui est élaboré à la suite donc du BCP. Et c'est ce plan conjoint d'amélioration que nous suivons, l'exécution donc de ce plan conjoint d'amélioration, un plan dont l'élaboration est utilisée, dont l'élaboration a été réalisée avec la méthode d'intelligence collective, où chaque partie prenante propose des solutions par rapport au vécu. Et ces solutions proposées sont suivies par ROD et par la NCB. Donc c'est un outil aujourd'hui indispensable dans la mise en œuvre des ODD. D'accord. Alors, Madame Gaba, je le disais, pourquoi avoir choisi ces trois secteurs-là? On a voulu travailler sur l'agriculture, sur la fin zéro. Mais pour faire l'agriculture, on a besoin de l'eau. On a également besoin d'aller voir au niveau de l'ODD 13 qui est relatif au changement climatique. Si vous voulez faire l'agriculture ici et qu'il n'y a pas de l'eau ou bien qu'il y a la sécheresse, donc les trois sont liés, aucun ne peut se faire sans l'autre. C'est pour ça qu'on les a associés. C'est vrai, c'est pas facile, c'est assez lourd. Ouais, c'est assez lourd. C'est pas facile, mais on pense y arriver quand même. Et quelles sont les parties prenantes pour l'élaboration de cet outil? D'accord. Les parties prenantes, elles sont multi-acteurs. Il y a déjà la communauté, il y a les OSC, il y a les secteurs, les ministères sectoriels, il y a les PTF qui nous accompagnent. Donc, tout le monde est impliqué et tout. Dans les prochains jours, Monsieur Tindo, des équipes vont descendre sur le terrain, dans les différentes communes, identifiées pour commencer le travail avec les différents acteurs. De quoi sera-t-il question concrètement? C'est des cabinets qui ont été recrutés par ROD pour accompagner le processus sur le terrain. Et donc, d'abord, il y aura une étude diagnostique qui sera réalisée dans ces communes-là, des formations, des informations sur les différents ODD au niveau de chaque commune cible. Et on va mettre, chaque partie doit s'auto-évaluer. Surtout les prestataires de services publics vont s'auto-évaluer. Puis les communautés, les bénéficiaires regroupés vont évaluer les autres. Ensemble, nous allons les mettre ensemble pour élaborer après le BCP. Et chaque partie pourra donc avoir l'occasion de se prononcer en face de l'autre partie de comment il a été évalué et d'accepter ou non
cette note qu'on lui a attribuée. Les deux seront face à face. Face à face. En toute clarté. Puis après, ils vont proposer les solutions et ensemble pour améliorer les différents services. D'accord. Voilà. Et donc, la première phase, on va le rappeler, a pris en compte 6 communes, lesquelles? La première phase a pris les communes de Grand Popo, de Ouenri, de Tofo, de Banté, de Kwandé et de Adjong. D'accord. Madame Gaba, la deuxième phase a pris en compte... Elle a pris en compte Cotonou, qui est une ville à statut particulier, une autre ville, Dassa, qui est une ville à statut intermédiaire, et enfin une autre ville à statut ordinaire, qui est les Agégués. Donc, 6 communes, ensuite 3 communes. Ça fait 9. Il en reste à quand le tour des autres? Bon, le tour des autres, c'est maintenant, nous sommes là-dessus. Nous avons 9 communes et puis 3 ODD. Et l'ODD 2 est relatif aux communes de Tukuntuna, Ketou et puis Toviklen pour l'agriculture. L'ODD 6 est relatif à Basile, l'ODD 6 est relatif à l'eau et assainissement et concerne les communes de Basila, commune d'Avrancou et commune de Savalou. Et l'ODD 13 est relatif au changement climatique, concerne la commune de Bukumbe, la commune de Waké et la commune de Djougou. D'accord. Et actuellement, quand au regard, on va dire, des impacts, au regard des constats faits, quelles sont vos attentes, Madame Gaba? Nos attentes, on souhaiterait une implication encore plus grande, une appropriation des ODD au niveau des communes, une implication véritable des mairies, des communes, des mairies, des autorités sectorielles. Et puis, on va s'ouvrir. Rhodes est ouvert à ce que d'autres partenaires s'impliquent là-dedans pour que chaque commune puisse avoir l'opportunité, avant 2030, de pouvoir réaliser ce que c'est que le bulletin communautaire de performance, qui est un véritable outil d'évaluation, mais également un outil qui permet la redevabilité, la facilitation de la redevabilité qui va pouvoir conduire à la bonne résolution des problèmes que l'on rencontre dans nos communes. Monsieur Tindo, Madame Gaba l'a dit tout à l'heure, elle souhaite une véritable implication des communes. Vous, vos attentes? Nos attentes, c'est que toutes les parties prenantes puissent répondre à temps et puissent faire le travail comme cela se doit. L'attente du président de l'ANTB, Lucas Tropo, c'est que le BCP puisse servir véritablement d'outil de prise de décision au niveau des communes, au niveau des ministères sectoriels. D'accord. Et pour finir, quel message avez-vous à lancer, Madame Gaba, aux différents partenaires et acteurs devant intervenir dans l'élaboration de cet outil? Nous pouvons dire que le bulletin communautaire de performance est un instrument qui sert de prise de décision. Déjà au niveau local, comme l'a dit Eric, oui, au niveau local, au niveau sectoriel, également au niveau national. À tous les niveaux, on peut prendre des décisions pour améliorer la vie de nos populations, la vie de nos communautés. Oui, quelque chose d'autre à ajouter? Le BCP, c'est une initiative de Rhodes, soutenue par l'Association nationale des communes du Bénin. Je voudrais juste saluer la clairvoyance du président de l'ANTB, Lucas Tropo, qui travaille aujourd'hui avec la société civile pour impacter plus les communes. Merci à vous. Je rappelle que Carmen Gaba, vous êtes la présidente du conseil d'administration du Rhodes. Merci pour tous ces éclairages. Merci également à vous, Eric Vignelé Tindo, chargé de suivi du BCP ODD, membre de l'Association nationale des communes du Bénin. Place maintenant au débat. Mes débatteurs sont déjà là. Avec eux, on va parler, bien entendu, de la lutte contre le travail des enfants. Merci à vous, Madame Gaba, merci. Merci à vous, Monsieur Tindo. Je vais recevoir... Merci à vous. Je vais recevoir maintenant deux invités avec qui je vais parler.
de la lutte contre le travail des enfants. Mon invité ce matin, c'est le directeur général du travail qui va nous rejoindre. Venez avec moi, Monsieur Edgar Daoui. Il sera rejoint, bien entendu, par Lamatou Alassane Ouassangari, qui est le point focal de l'Alliance 8.7. C'est la co-débattrice, on va dire. Hein. Alors, Monsieur Daoui, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Il faut dire que la lutte contre le travail des enfants au Bénin est une préoccupation de tous les instants, une préoccupation, on va dire, au sommet de l'État. En dépit des avancées notables de ces dernières années, le phénomène a du mal à reculer, il persiste et pour le combattre efficacement, le gouvernement a depuis 2023 initié la campagne Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. 2 ans après, quel bilan peut-on faire de ce programme ambitieux? Où en est concrètement le Bénin dans la lutte contre ce mal qui met l'enfance à souffrance? 2 invités pour en parler. J'ai déjà présenté M. Edgar Daoui. Madame Lamatou Alassane, épouse Ouassangari, merci également d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, première question, je m'adresse à vous, Monsieur Edgar Daoui. Déjà, c'est quoi le travail des enfants pour une compréhension générale de la thématique du jour? Merci, madame la journaliste. C'est une question importante pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle. Il faut dire que le travail des enfants, c'est la participation des personnes mineures à des activités à finalité économique. Des activités qu'auraient dû exercer des adultes, voyez-vous, et qui leur apportent de l'argent. Et ces activités sont de nature à nuire aux enfants, à les priver de leur enfance joyeuse, à les priver de leur scolarité, et sont de nature à apporter atteinte à leur croissance normale dans la vie. Vous voyez un peu? On dit que l'enfant, c'est l'avenir. Si très tôt, on ne prend pas soin de l'enfant, serons sûrs que nous aurons notre pays des problèmes demain. Voilà pourquoi nous nous attelons à mener cette lutte contre le travail des enfants et avec tous les acteurs impliqués. Et est-ce qu'il y a au Bénin un cadre juridique qui décourage avec la dernière vigueur le travail des enfants? Merci, madame la journaliste. Il faut dire qu'en matière de cadre juridique, le Bénin est assez outillé quand même. Il est assez outillé au-delà des conventions internationales que nous avons ratifiées, 138 sur l'âge minimum, 182 sur les prix de travail des enfants. On a aussi une législation interne assez abondante. On a le Code du travail qui fixe l'âge d'admission à l'emploi à 14 ans. 14 ans qui est aussi l'âge d'admission à l'apprentissage. On a le décret sur les travaux dangereux. On a un décret qui encadre l'apprentissage au Bénin. On a un arrêté qui fixe les travaux interdits aux enfants, aux femmes et aux femmes enceintes. On a tellement, et on a au plan institutionnel aussi un tas d'organes que l'État a créé. Si vous voulez, on va en parler en même temps. Les organes qui existent. Il faut dire qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le comité directeur de lutte contre le travail des enfants. C'est un cas de concertation pluri-acteurs qui implique tous les acteurs sectoriels des ministères qui sont impliqués dans la lutte. Le ministère du Travail, bien évidemment, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, MASP, tous les acteurs, les ONG, l'UNICEF, pour que c'est un cadre de concertation où on discute des questions de l'enfant, où on fait des propositions. Au-delà de ce cadre national, il faut dire qu'on a aussi on a le comité départemental de lutte contre le travail des enfants. On a aussi le comité communal de lutte contre le travail des enfants, donc ça existe. Venant à notre ministère, on a aussi, il faut dire que chez nous, la question est tellement préoccupée qu'on a créé désormais dans les services départementaux les services de lutte contre le travail des enfants. Il n'en existait pas. D'accord. Donc c'est pour montrer un peu l'intérêt que nous portons à la question. Aussi, désormais, on a 12 départements, on en avait 6. Pour toucher du doigt, être près des populations, pouvoir mener la lutte. Et on a aussi des partenaires qui nous accompagnent, UNICEF et bien d'autres. On a des ONG avec qui nous travaillons la main dans la main. C'est pour dire que la volonté politique, elle est totale. Et nous travaillons vraiment pour que cette lutte soit menée. Tout à l'heure, vous aurez un peu les résultats que nous avons pu avoir sur le terrain. Bien sûr. On a tout le temps pour débattre de ce sujet qui est d'une extrême importance. Lamatou Alassane Ouassangari, alors vous êtes point focal de l'Alliance 8.7. Que fait l'Alliance 8.7 dans ce combat? Le Bénin a adhéré à l'Alliance en 2023, en novembre 2023.
L'Alliance regroupe un ensemble de pays que nous appelons les pays pionniers pour atteindre les objectifs de la cible 8.7. Donc la cible 8 est l'ODD 8 et la cible 7, promouvoir et éradiquer le travail des enfants et promouvoir un monde plus juste, égalitaire et sans travail des enfants. Voilà. Et l'Alliance 8.7 a pour objectif, en adhérant à l'Alliance, le Bénin a pour objectif d'accroître encore les efforts qui sont faits, de mobiliser davantage de ressources pour combattre le travail des enfants. Donc l'Alliance met en relation les institutions étatiques, les chargés de la lutte contre le travail des enfants avec des ONG qui financent, des ONG à l'international qui financent, des États partenaires également qui financent. Et c'est à cette alliance que le Bénin a adhéré depuis 2023. D'accord. Alors, Monsieur Daoui, il y a un cadre juridique bien tracé pour décourager, on va dire, le travail des enfants. Mais il y a une réalité au Bénin, c'est que ce travail persiste. Alors, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Est-ce que les luttes ont permis que le travail des enfants régresse ou est-ce que ça a progressé avec le temps? Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes tous acteurs de la situation. Nous circulons dans le pays, nous voyons ce qui se passe. C'est vrai que le mal persiste. Mais il faut dire qu'on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué. Il faut dire que les statistiques elles sont là. En 2014, on était à 52,4%. Les luttes ont permis qu'en 2019, on est passé à 33%. Et en 2022, on est passé à 19,9%. C'est-à-dire qu'un travail se fait. Et depuis que nous avons lancé la campagne, il faut dire que si on refait aujourd'hui les enquêtes, on verra que ça a diminué. Parce que nous avons investi tous les départements. On a investi toutes les communes. Et au-delà de la sensibilisation, il y a aussi des actions de répression, du retrait d'enfants que nous faisons. Et nous le faisons avec tous les acteurs. Si nous devons aller dans un marché, nous y allons avec les acteurs de marché qui peuvent nous faciliter les échanges avec leur père. Si nous devons aller dans les ateliers, nous y allons avec les artisans qui collaborent totalement avec nous. Voilà un peu tous les efforts que nous faisons. Donc si aujourd'hui on doit faire les enquêtes, on voit que ça a diminué. Mais vous devez connaître que tant qu'on on va continuer à avoir des enfants mineurs dans les carrières, dans les marchés. Comprenez avec moi, on ne peut pas baisser les bras. C'est pourquoi le ministre est vraiment engagé dans cette lutte-là et nous devons atteindre les objectifs. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette campagne. Il s'agit bien entendu de la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Une campagne lancée par le gouvernement il y a 2 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont, on va dire, les secteurs à forte prévalence au Bénin? Ok. Oui. Mais merci beaucoup. Il faut dire qu'on a les mines carrières. Il y a certains départements, le Koufou, les collines, le Mono aussi, qui sont un peu, dans lesquels on voit ça. Il faut dire qu'il y a aussi dans les marchés aussi, il y en existe aussi. Donc, il y a plusieurs secteurs, les mines carrières, les marchés, les BTP. Les BTP, voilà aussi, nous voyons aussi des enfants sur les chantiers de BTP, ce qui n'est pas normal. Donc voilà les secteurs. C'est des secteurs qu'on a bien identifiés. On a bien identifié ces secteurs et qu'on investit particulièrement. Au-delà des autres luttes que nous menons dans tous les secteurs, nous avons investi les secteurs clés, BTP, mines carrières, les marchés. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a quelques semaines, notre ministre était avec le ministre de l'Affaires sociales, on était dans le zoo à Abomey. On est allé dans le marché de Rondro. On est allé de la gare routière de Boïkon pour sensibiliser les acteurs. Voilà un peu ce que nous faisons. Et tous les directeurs départementaux ont inscrit dans leur programme annuel des activités du genre. Et ça se passe comme ça. Alors, 2 ans après, quel bilan on peut faire de cette campagne? 2 ans après, il faut dire que les gens sont assez sensibilisés. Il faut le dire. Lorsque vous allez vers les marchés, c'est les dames elles-mêmes qui conscientisent leur père. Les artisans viennent vers nous pour dire « Ah, dans tel milieu, il y a ci. » Donc, ils dénoncent avec nous les faits de travail des enfants. Et les gens sont en train de développer le réflexe qu'il faut désormais de dénonciation, les bonnes manières pour que les enfants ne soient plus dans les rues, ne soient plus dans les marchés,
sur les chantiers de BTP. Mais c'est celle qu'on continue tout le temps avec tous les acteurs impliqués dans cette thématique-là. Et Madame Lamatou Alassane Ouassangari, qu'est-ce que l'Alliance 8.7 a apporté concrètement pour que cette campagne-là puisse vraiment atteindre les résultats souhaités? Oui, est-ce que c'est à l'Alliance d'apporter? C'est au pays. Le Bénin a adhéré, oui, le Bénin a adhéré. À cette alliance. Et l'objectif n'est pas de faire un travail à la place du Bénin, c'est de soutenir aussi le Bénin. Exactement, de soutenir le Bénin à travers la formation des acteurs et de tous ceux qui participent à la lutte. Et c'est de coaliser les partenaires à l'interne, donc au niveau du Bénin qui participe à la lutte également. Donc l'Alliance y veille et rapporte régulièrement au niveau international les efforts qui sont faits par chacune des parties prenantes, le gouvernement, les syndicats, les ONG partenaires qui s'investissent également dans cette lutte-là. Donc c'est le but de l'Alliance, c'est d'aider également ou de faciliter le contact avec certains partenaires potentiels qui pourraient appuyer la lutte. Donc ça se passe très bien avec l'UNICEF et avec nous. Le gouvernement luxembourgeois qui appuie également dans certains départements la lutte contre le travail des enfants. Nous sommes à pied d'œuvre, le ministère du Travail est à pied d'œuvre pour faire face. Oui, allez-y. L'adhésion à cette alliance est l'expression de notre engagement. Voilà. Au plan international. Donc on a pris des engagements au plan international, au-delà des conventions qu'on a ratifiées. Et ça veut dire que beaucoup d'acteurs ont compris que nous sommes engagés dans cette thématique. Et tel qu'elle a dit, beaucoup d'acteurs sont en train de venir vers nous pour que nous puissions ensemble mener cette lutte. Donc c'est l'expression de notre engagement à mener cette lutte, d'où le taux est en train de baisser progressivement. D'accord. Donc ça veut dire que l'engagement, non pas de l'engagement, l'Alliance est satisfaite, on va dire, l'Alliance est satisfaite de cette campagne-là. Les résultats ce n'est pas que la campagne, ce n'est pas que la campagne, c'est l'ensemble de tout ce qui est mis en œuvre pour pouvoir pour lutter contre le travail des enfants. Notre rapport annuel pour l'année 2024 est très satisfaisant pour aller à l'évaluation, est très satisfaisant. Mais nous n'allons pas baisser les bras. C'est un travail de longue haleine et on ne devrait pas fermer les yeux sur ce que nous voyons chaque jour lorsque les enfants participent. Donc c'est un travail, le travail des enfants est parfois invisibilisé. Mais je pense que c'est rentré dans la sociologie que c'est normal que les enfants participent, alors qu'il y a des travaux pour lesquels on ne devrait pas s'attendre à voir des enfants en situation. Donc les efforts doivent continuer. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, bien sûr. Donc les efforts doivent continuer pour qu'à terme, à l'échéance des ODD, qu'on puisse avoir un bilan pleinement satisfaisant. D'accord. Alors, Monsieur Daoud, oui, moi j'ai une question. Je me dis, mais pourquoi malgré toutes ces campagnes, malgré toutes ces sensibilisations, malgré tous les efforts, le travail des enfants persiste? Pourquoi? Il y a quelque chose là qui ne va pas. Merci beaucoup. Oui, il faut dire qu'on a notre réalité sociologique qui compte beaucoup. On a l'ignorance aussi des parents qui n'ont pas compris l'importance de veiller à sauvegarder les intérêts de nos enfants. Les parents ne savent pas que la place de l'enfant, c'est à l'école et non... Oui, les études ont démontré qu'il y a une ignorance des parents. D'abord, il y a des réalités dans certains milieux qui sont d'être corrigées aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a peut-être... Les milieux défavorisés. Il y a la pauvreté qui peut être aussi citée comme un facteur du travail des enfants. Donc, mais il faut dire que c'est des excuses qu'on ne pourra pas accepter. Et on ne met pas un enfant au monde pour le faire souffrir. On met un enfant au monde parce qu'on a des perspectives pour cet enfant-là. Donc si les uns et les autres comprennent ça comme ça, on ne pourra plus excuser tout ce qu'on dit pour que le mal persiste. Cela dit, les actions, nos actions de sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en train de porter les fruits. Beaucoup de gens ont compris. Parce que nous y allons avec des images. Nous y allons avec des images chocs où des médecins leur expliquent les conséquences sur les enfants de l'exploitation précoce. Donc cela touche les cœurs.
Et tout le monde, les préfets, les maires, les CA, les chefs de village, les chefs coutumiers, tout le monde est aujourd'hui engagé et à nous aider à passer le message. Si bien qu'aujourd'hui, il faut dire que les gens comprennent mieux. Et il faut aussi dire que les actions du gouvernement aujourd'hui font en sorte que on ne peut plus excuser les facteurs qui étaient soulevés. La pauvreté, on dit, c'est vrai la pauvreté, mais aujourd'hui, il y a la quantité de l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, il y a les cantines scolaires qui sont là pour aider les enfants, pour aider les enfants. On a les microcrédits pour aider les familles. Donc, il y a des actions de soutien aux familles défavorisées aussi pour que nous puissions ensemble mener la... C'est une lutte plusieurs acteurs. Le ministère du Travail prend le lead. Les affaires sociales sont là, le ministère de l'Intérieur est là, le ministère de la Justice. Donc c'est une chaîne que nous formons pour mener la lutte. Justement, parlant de soutien, quel est de façon concrète le soutien que l'État apporte à ses enfants? Non, le soutien que l'apporte à travers le ministère des Affaires sociales, par les microcrédits aux parents, et aussi à travers la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est le soutien de l'État, parce que c'est les parents qui mettent les enfants à l'école. Donc dès lors que l'État est là pour s'assurer, pour faire en sorte que les frais de scolarité ne soient pas payés, les parents sont soulagés. Bon, il y a aussi le fait qu'on dit que les enfants n'ont pas à manger. Aujourd'hui, il y a les cantines scolaires qui sont développées. Donc c'est pour dire que l'État est en train de faire son travail. Nous, notre rôle à nous, inspection du travail, c'est de faire le constat et de retirer les enfants. Voilà, justement, c'est la question que je posais. Quand vous retirez ces enfants, vous les emmenez où? Quel est le suivi que vous faites? Bon, je vais vous dire un peu comment ça se passe. Et nous n'allons pas sur le terrain seul. Nous y allons avec la police républicaine, avec le MASM, avec le suivi déconcentré, avec des fois, on appelle le juge, qui des fois se débat avec nous, le juge des mineurs, et nous allons sur le terrain et on fait le constat. Dès lors que nous faisons le constat, on apprécie la situation sur place. Et avec nos amis de la famille, on voit s'il faut retirer l'enfant ou pas. Donc on apprécie la situation. Des fois, on retire l'enfant qui va à la police ou au MASM ou chez les guichets uniques, le temps d'appeler les enfants, les parents et de voir un peu leur situation et de voir dans quelle mesure on peut faire la prise en charge. Il faut dire qu'on a fait des luttes où des enfants ont été retirés et scolarisés avec les collègues d'enseignement primaire secondaire. Quand on voit la situation, on voit dans quelle mesure on peut les réinsérer dans la vie scolaire. Il y a des enfants qui sont retirés et qui sont mis en apprentissage. C'est pourquoi les ONG sont aussi présents dans cette lutte-là. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et si vous le permettez, pour montrer un peu comment on agit, il y a 2 semaines, je pense, on a été interpellé parce que sur un chantier de BTP dans la Rue Vive, il y avait des enfants. D'accord. Automatiquement, on s'y est rendu avec l'Office central de protection des mineurs. On s'y est rendu, on a retiré 9 enfants. 9 à la Rue Vive qu'on a confié à la police qui est en train de faire la procédure, le reste de la procédure. Voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est fou, Madame Alassane Ouassangari. Je suis parent, comme vous, Monsieur Daoui, comme vous. J'ai du mal parfois, bon, on me dira peut-être que de ma position, c'est plus facile de le dire, mais j'ai du mal, franchement, à voir un enfant dans la rue. Et c'est ce que nous côtoyons tous les jours, au feu, dans les marchés, dans les commerces. On voit ces enfants tous les jours. Comment on peut faire vraiment pour endiguer, on va dire, ce mal? Comment on peut faire? Oui, je vous comprends tout à fait. Ça fait mal de voir les enfants dans les rues. La place d'un enfant, c'est pas dans la rue. Pendant les descentes, c'est toujours difficile pour les équipes qui s'y rendent de voir les enfants en situation de travail des enfants. Vous allez au marché d'Antokpa, au marché Wando ou à Azeke, à Parakou, les situations des enfants sont pratiquement les mêmes. Donc, comme le disait mon collègue tout à l'heure, la sensibilisation doit pouvoir continuer et descendre davantage dans les communautés, associer les élus locaux à sensibiliser les parents des enfants à risque. Puisqu'on dit que la pauvreté est l'une des causes, nos collègues des affaires sociales s'investissent à identifier les familles où les enfants sont beaucoup plus exposés. Et il y a des programmes qui permettent à ces enfants-là,
de bénéficier, par exemple, à la rentrée de fournitures scolaires, d'uniformes, parfois d'argent de poche. On va jusqu'à l'argent de poche pendant toute la scolarité. Nous travaillons aujourd'hui à digitaliser les informations sur ces enfants-là et à pouvoir les partager entre acteurs, de sorte qu'un enfant, lorsqu'il est déplacé de Naïtengou, de Kobli pour Cotonou ou à Bomé-Calavi, que ça puisse être signalé aux services sociaux, à l'inspection du ressort, que cet enfant vient d'une famille à risque. Il faut qu'en l'accueillant dans la commune où il résidera désormais, qu'on puisse suivre. Est-ce que l'enfant n'est pas déplacé dans le cadre d'une exploitation économique pour mettre l'enfant à nouveau au travail? Donc, il y a tout ça, tous ces efforts-là qui sont en train d'être mis en œuvre. Mais faut pas s'étonner non plus de voir, les parents vous diront, non, il apprend, c'est notre sociologie a banalisé certaines choses qu'il faut corriger. Ça mettra du temps, mais il va falloir les corriger quand même. L'enfant, c'est l'école, c'est un centre de formation, c'est aux adultes de subvenir aux besoins des enfants. Ce n'est pas aux enfants de participer aux charges de famille. Et surtout, parlant du phénomène de vie d'Omégan, quand on entend souvent certaines femmes dire « Ah bah écoutez, j'ai besoin d'une domestique, mais je veux pas une grande fille, je veux une petite fille qui a entre 7 ans et 8 ans et tout ». C'est des discours, je pense, qu'il faut changer impérativement. Nous sommes des femmes intellectuelles, c'est vrai, nous allons au boulot, nous travaillons, on a besoin, c'est vrai que, je sais pas, qu'on s'occupe de nos enfants à la maison, mais pour rien au monde, on devrait, on va dire, freiner l'évolution des enfants d'autrui, Monsieur Daoui. Je suis impressionné par votre indignation. Oui. J'aurais aimé que cette indignation, tout le monde la vive comme ça. Que nous soyons indignés par le fait que les enfants soient dans les rues, dans les marchés. Et c'est cette conscientisation que nous voulons. Venant au travail domestique, il faut dire que c'est aussi un secteur bien encadré au Bénin. Et le travail domestique fait partie des travaux dangereux. Parce que celui qui est un enfant, celui qui travaille à la maison, il va allumer le gaz, il va faire des choses qui sont peut-être qui sont dangereuses pour l'enfant. Donc aujourd'hui, parce que il y a la méconnaissance certes des tests, mais on doit comprendre que l'enfant n'est pas fait pour travailler comme ça. Et j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous avez vos enfants, vous nourrissez des pour cet enfant, on doit considérer l'enfant d'aujourd'hui comme son enfant propre. Lorsque nous sommes dans cette compréhension des choses, on ne peut pas faire travailler l'enfant d'autrui. Donc il faut comprendre ça. Donc aujourd'hui, le Bénin a enclenché le processus de ratification de la Convention 189 sur le travail de maison. Le travail domestique, non, le processus est presque bouclé. C'est pour montrer notre engagement. Donc, il y a 2 conventions aujourd'hui qu'on est en train de vouloir ratifier. La convention 429 sur l'inspection du travail dans l'agriculture et la convention 189 sur aussi le travail domestique. Pour enrichir encore plus notre législation et pour que la lutte soit encore plus ardue. Donc, c'est vrai que nous travaillons, la femme travaille, l'homme travaille, mais confions nos enfants à des adultes. C'est ça. Voilà. On vous dira c'est plus cher, mais bon. non, c'est pas plus cher. Oui. Vous voyez. Non, mais c'est pas moi qui dis, c'est ce qu'on entend. Je suis d'accord avec vous que les gens estiment comme ça. Il faut dire que le travailleur domestique est un travailleur comme vous et moi, madame, qui a droit à un salaire décent, qui a droit à une protection sociale, qui a droit à une dignité, qui a droit à des horaires normaux de travail. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est un travail bien encadré par les tests. Exactement. Et donc, si on est, et la loi est claire pour dire, parce qu'on sait que lorsque vous engagez des personnes de maison, vous les nourrissez, vous les habillez, vous les soignez, et la loi est pour dire, lorsque vous prenez une personne de maison, que vous nourrissez, que vous hébergez dans des conditions dignes, des conditions normales, que vous soyez, vous puissiez payer un certain taux. Donc c'est pour dire que c'est encadré. Parce qu'il y a le salaire
un caractère alimentaire, le salaire permet de se soigner, de se nourrir, de se vêtir. Donc voilà que l'employeur est dit entre eux. Donc il y a un certain truc qu'il faut payer. Voilà un peu. Donc c'est cher a priori, mais si c'est pas cher parce que ils veillent sur nos enfants. Donc ceux qui veillent sur vos enfants, il vaut mieux les mettre dans de bonnes conditions. Lorsque vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qu'ils font de vos enfants. Exactement. Donc plus vous les respectez, plus vous leur accordez de la valeur, de l'estime, plus en votre argent, ils vont mieux s'occuper de vos enfants. Exactement. Voilà. Merci, monsieur Daoui. Mais qu'en est-il aujourd'hui des centres sociaux? Non, il faut dire que nous travaillons avec eux. Toutes nos descentes que nous faisons, on les appelle toujours, ils sont toujours là, ils nous accompagnent. Et c'est eux, parce qu'ils ont été formés à certaines thématiques, ils nous aident à aller vers les familles, à détecter les besoins. Et c'est eux qui font les enquêtes qu'il faut pour que les enfants soient pris en charge. Donc, on travaille de conseil avec les amis des affaires sociales. D'accord. Voilà. Alors, Madame Alassane Ouassangari, parlons maintenant des perspectives de cette lutte. Est-ce que vous pensez qu'il faut la réorienter pour plus d'efficacité? Je ne pense pas que nous ayons échoué. Vous avez bien entendu l'évolution que nous avons eue de 52% à 33% et aujourd'hui, depuis 2022, 22% et 19%. Je pense que les méthodes que nous appliquons aujourd'hui ont quand même du succès. Mais comment faire pour que ces méthodes aient plus d'impact? C'est davantage de soutien. C'est 0 enfant dans les rues. Bien sûr, dans les rues. Oui. C'est davantage de soutien aux services, soutien financier, matériel soutien financier, matériel et aux organes et aux organismes qui sont chargés de la lutte contre le travail des enfants. C'est également responsabiliser davantage les pères et mères, les tuteurs, sur le phénomène, par rapport au phénomène que peut-être envisager de conditionner certains soutiens aux familles au maintien des enfants dans le système éducatif ou d'apprentissage. C'est également comme perspective, nous avons abordé tout à l'heure la digitalisation des données sur les enfants à risque. C'est bon. Je vais compléter ce que dit ma collègue là. Il faut dire que nous sommes en train d'élaborer la troisième génération du plan de lutte contre le travail des enfants. D'accord. On est en train d'auditer ici un peu, de voir un peu ce que les deux derniers ont fait chaud là. Nous sommes en train d'élaborer aussi le guide communautaire sur la protection des enfants, sur le travail des enfants. On est en train de le faire. On est en train d'élaborer aussi le guide des marchés. Parce qu'il faut les sensibiliser aussi et nous prévoyons avec la NAGEM de faire en sorte que dans aucun des nouveaux marchés construits, on ait des enfants. Donc c'est partie de nos perspectives. La campagne Tolérance Zéro n'a pas cessé. Plus de tous les ans, tous les directeurs départementaux s'inscrivent dans le PTA, on fait le travail. Et nous allons aussi lancer bientôt, on va d'ici à là lancer encore la deuxième édition de la campagne. On va lancer bientôt pour dire qu'on n'a pas fini avec la campagne et voir dans quelle mesure aussi soutenir en termes de vie et autres les centres qui accueillent ces enfants. Oui. Voilà. Donc il faut aussi dire que toujours engagés dans cette lutte, nous avons formé tous les inspecteurs de travail de tout le national sur la thématique. Ils ont été formés grâce à des partenaires sur la traite des enfants, sur la traite des êtres, sur le travail sur la violence sur les enfants. Donc on a donc tous les inspecteurs aguerris aujourd'hui et sont aptes à mener la lutte. Nous sommes aujourd'hui, notre perspective c'est la répression. Et nous sommes engagés pour que cette année la répression soit totale. Parce qu'on a assez sensibilisé. Donc on va couper les répressions et sensibilisation, mais que les gens ne soient pas étonnés de se retrouver en prison. Bah oui, il le faut. Hein. Il y va du bien-être de nos enfants. Merci pour ce débat fort, intéressant, parce que ce sont nos enfants, il s'agit de l'avenir de ce pays. Il faut leur offrir toutes les conditions qu'il faut pour qu'ils puissent grandir en toute sérénité, qu'ils aient de bonnes conditions, je vais dire, de vie, afin qu'ils deviennent, des cadres qui bâtissent ce pays, des cadres comme vous et moi. C'est déjà fini pour cet échange. Ça va très vite, hein, Monsieur Daoui. Alors, qu'avez-vous à ajouter pour mettre fin à ce Merci beaucoup. On aurait resté longtemps et développer le sujet. J'ai aimé votre indignation tout à l'heure.
il faut qu'on s'indigne. Il faut que tout le monde s'indigne de voir les enfants dans les rues, des enfants dans les marchés, dans les chantiers, sur les chantiers. Il faut que nous développons le réflexe de dénonciation. Aujourd'hui, vous pouvez dénoncer auprès de tous les commissariats. Vous pouvez appeler la ligne verte 138. Vous pouvez appeler, aujourd'hui, nos services sont dans tous les départements. Vous pouvez aller au niveau des centres sociaux pour dénoncer. Dès que vous dénoncez, automatiquement, nous mettons en action notre réseau. Et tous les commissaires de police, ils nous accompagnent. Dès qu'on les appelle, ils se mobilisent pour nous accompagner. C'est pour dire qu'il y a une synergie d'action au niveau des acteurs. Et il revient à la population aussi de nous aider, de comprendre que l'enfant d'autrui est son enfant aussi, et que ne pas faire souffrir l'enfant d'autrui, ne pas faire souffrir son enfant. Et nous, l'État s'engage à mener cette lutte pour que d'ici là, nous ayons 0 enfant, si c'est possible, en train de travailler sur les BTP, dans les carrières, dans les marchés. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Madame Alassane Ouassangari. Merci beaucoup, Madame Achita. Je pense que pour compléter ce que le DG Daoui a dit, c'est qu'il faut déterminer un label, je ne sais pas, un label 0 enfant au travail zéro travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement pour être davantage regardant au niveau des chaînes de l'agriculture, des chantiers, des carrières également par rapport aux entreprises qui vont sur ces marchés-là s'approvisionner. Donc ce sont ces petites actions-là qui, au jour le jour, mis en œuvre, permettront de lutter contre le travail des enfants. Nos services sont suffisamment outillés, nos services sont à l'écoute des usagers, les dénonciations, elles doivent être faites. Nous ne devons pas fermer les yeux sur le phénomène. Et il faut le faire, il faut dénoncer avec la dernière rigueur le travail des enfants. Imaginez vos enfants dans les rues. Je suis certaine que ça ne vous plaira pas. Alors, pourquoi utiliser les autres enfants voilà, dans les BTP et autres? Franchement, il faut que tous mettent dans la main, on s'unisse pour lutter contre le travail des enfants. Allez, merci à vous. DG Edgar Daoui, vous êtes le directeur général du travail. Merci pour l'échange de ce matin. Lamatou Alassane Ouattara, point focal de l'Alliance... Ouassangari, pardon, point focal de l'Alliance 8.7. Merci à vous. Place maintenant à la revue des titres avec William Bienvenu à Gare. Alors, William Bénan, 2060 à la FIA, un monde de splendeur. C'est une vision nationale de développement à l'horizon 2060. Et vous nous dites que le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le projet de décret transmettant à l'Assemblée nationale la loi qui va encadrer cette vision. Oui, et tous les canards, ou presque, en parlent ce matin. D'abord, La Nation, le quotidien du service public, qui voit à travers cette vision un Bénin rayonnant d'ici 2060, pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. Un projet qui, selon Fraternité, s'inscrit dans la continuité de la stratégie précédente Bénin à la FIA 2025 et vise à consolider les acquis tout en tenant compte des nouveaux défis économiques, sociaux, environnementaux et géopolitiques du Bénin. Le matinal y voit un projet ambitieux, fruit d'une démarche participative et scientifique. Dans le fond, Matin Libre souligne pour sa part que le Bénin à la FIA 2060 est déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques. Elle constitue un cadre dynamique et évolutif apte à s'ajuster aux mutations à venir. Elle servira de référence à l'ensemble des politiques publiques et documents de planification en accord avec les dispositions de la loi cadre sur la planification du développement, l'évolution des politiques publiques. Une fois adopté, mon confrère souligne que le projet de loi permettra de donner une assise juridique à cette vision ambitieuse, garantissant ainsi la mise en œuvre effective de sa durabilité à long terme. Une nouvelle orientation stratégique qui réaffirme la volonté du gouvernement béninois à planifier avec rigueur et anticipation le futur du pays tout en impliquant les citoyens dans la définition de leurs propres aspirations. Bénin à la FIA 2025 marque également une étape décisive dans la transformation structurelle du pays vers un développement résilient, équitable et centré sur l'humain.
Et on termine avec l'animation de la vie politique. Célestine Zanou chez Boniaï. Oui, c'est le quotidien Le Télégramme qui nous l'apprend. La rencontre a eu lieu mardi et elle y était, selon mes confrères, pour deux objectifs. D'abord, présenter à son hôte son livre Conviction et puis discuter de la situation sociopolitique du pays. Mais s'agit-il d'une simple visite ou des tractations pour la présidentielle 2026 s'interroge mon confrère qui fait remarquer que Boniaï, qui mise sur une alternance au sommet de l'État en 2026, multiplie les contacts depuis quelques mois. Pendant ce temps, l'existence ou non du PRD continue de faire débat avec le quotidien Diakpata qui nous apprend que sur le sujet, des juristes contredisent les conservateurs avec des documents à l'appui, peut-on lire dans les colonnes du journal, et ils ont démontré comment le PRD a cessé d'exister depuis sa fusion avec l'Union progressiste, ce qui vient renchérir l'argumentaire du porte-parole du gouvernement sur le sujet. Wilfred Léon Ngbeji, qui signe et persiste dans les colonnes du quotidien, le meilleur, que le retour du PRD sur l'échiquier politique est juridiquement impossible, car, je le cite, les tests internes des partis politiques ne sont pas au-dessus des lois de la République. Mais l'UPR peut-elle survivre à la crise actuelle? S'interroge mon confrère du quotidien Gassiani Info. Le journal croit que le pronostic est très réservé malgré la mise au point du porte-parole du gouvernement qui laisse profiler un bras de fer entre les partisans du chef de l'État et le PRD. La crise actuelle, selon le rédacteur de l'article, révèle plus qu'un simple désaccord entre chefs. Elle met à nu la fragilité d'une construction politique reposant davantage sur la ruse et sur les alliances de circonstances que sur une vision commune. Dans ce contexte, conclut-il, la survie de l'UPR dépendra de sa capacité à réinventer cette union ou à assumer un divorce inévitable. Eh oui, cette actualité qui alimente les polémiques, William Aguiar, ça risque d'être, franchement, c'est un long épisode, j'ai envie de dire. Qu'on va suivre. Qu'on va suivre de très près. Voilà. Le desk politique. Vous êtes à la tête du desk politique et on va suivre ça de très près. Merci William, Rachida. Bienvenue à Aguiar. Alors, Fifama, sans transition, je vous dis bonjour. Bonjour Rachida. Et ce matin, ça va bien, j'espère? Super bien, et vous-même? Ça va. Et vous revenez ce matin sur l'actualité des Guépards du Bénin qui ont été menés 1-0 par le Maroc lundi dernier. Voici la page sport. Chers téléspectateurs, bonjour. Et comme vous le savez, les Guépards du Bénin ont perdu leur match amical contre le Maroc sur la plus petite des marques. À l'issue de la rencontre, Marcel Dandinou, le gardien de but de la sélection nationale, et Steve Mounier, le capitaine, se sont exprimés en zone mixte. Ils reviennent sur le but encaissé par le Bénin et font leur analyse de la rencontre. On regarde. Un match bien préparé. Et normalement, un match nul, je crois, pourrait nous faire du bien. Bon, là, c'est une défaite, je pense. On va continuer à travailler, voilà, et corriger les erreurs à venir. Sur le but, je peux dire que c'est peut-être manque de concentration, voilà, parce qu'on ne s'attendait pas. Et je pense qu'avec le rebond, voilà, le rebond, ça a tout bouleversé. Si le ballon venait directement, voilà, j'allais sortir ça, mais le petit rebond devant a tout changé. On avait la volonté de venir ici et d'essayer de bouger cette équipe du Maroc. Je pense qu'on a tout de même réussi à le faire. On a essayé de jouer, on a essayé de ressortir de derrière, de produire du jeu. Je pense que ça les a dérangés. Après, effectivement, on prend encore un but dans les extra time qui nous fait très mal sur, je dirais, de la communication qui est pas bien passée. Et puis après, c'est un super but. Après, on a très peu d'occasions de revenir au score. Très peu d'occasions, même si je ne suis pas sûr qu'en termes de possession de balle, on soit très ridicule, mais ça ne suffit pas. Face à des équipes comme ça, il faut être capable de marquer des buts et ce soir, on n'a pas réussi à le faire.
Et vous nous proposez maintenant, Fifama, un portrait de Mohamed Tidjani, c'est bien cela? Exactement, Rachida. Il est devenu une pièce maîtresse de la défense de guerre notre. Il s'agit de Mohamed Tidjani qui enchaîne de brillantes performances en équipe nationale comme lundi dernier face au Maroc. Hospice Metoli nous fait découvrir celui qui se fait appeler Momo par des coéquipiers en référence à son prénom Mohamed. C'est un monstre physique. Physiquement, il est très impressionnant, c'est bien. Après, il a su aussi pas que être physiquement impressionnant, aussi techniquement, il est très bon techniquement aussi. Mohamed Tidjani, le roc de la défense des Guépards, a fini de mettre tout le monde d'accord. Le natif de Mans, en Côte d'Ivoire, fort de son physique imposant, est un atout majeur pour les Guépards dans les duels. Mon physique, il est plutôt génétique, je dirais. Mais bon, quand tu as un physique comme ça, il faut travailler 2 fois plus parce que ce n'est pas toujours facile face à des attaquants de petits gabarits. Le bébé Massu, 91 kg, charpenté sur 1,90 m, s'est imposé comme un choix indiscutable au poste de défenseur central gauche. Et ce, depuis la prise de pouvoir de Rohr à la tête des Guépards. Bon, c'est un top défenseur aujourd'hui. Il s'est révélé comme être une pièce maîtresse du jeu béninois aujourd'hui et de l'équipe. Et on est fiers de lui, fiers de l'avoir parmi nous. À 27 ans, le sociétaire d'Yverdon Sport en Suisse jouera dans 5 mois sa première compétition majeure avec le Bénin au Maroc. Celui qui considère Khaled Adeno comme son mentor est très apprécié par ses coéquipiers. C'est un bon ambianceur. En dehors du terrain, c'est quelqu'un une très bonne personne déjà. Et ensuite, dans l'ambiance du groupe, quand il n'est pas là, c'est sûr que ça se ressent. Ça fait toujours plaisir de jouer avec un joueur qui a de l'expérience comme ça, parce qu'il a joué au plus haut niveau. Et c'est un réel honneur pour moi de jouer avec lui. En plus, on s'entend bien en dehors. Avec Rontondi Cédric, Mohamed Tidjani, l'homme au physique de Thor, forme une palissade défensive qui assure et rassure. Amis sportifs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci Fifama. J'imagine que demain vous nous parlerez de Oru Tamimou, l'autre joueur talentueux, n'est-ce pas, de l'équipe nationale. Et on reviendra aussi sur quelques notes de basketball dans l'actualité sportive de demain. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour Bonjour le Bénin de ce jour. Prenez bien soin de vous et à demain.